Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la grande visite. Depuis que j'ai commencé le podcast, je l'avais dans mon collimateur. Je me dis, il faut qu'il vienne me parler parce que c'est un gars que j'aime bien. D'abord, il est drôle, mais en même temps, il est intelligent, puis il a une perspective à lui qui est très particulière. C'est la sienne. C'est Guy Nantel qui est avec nous. Et en fin de semaine, j'ai vu qu'il était au centre d'une polémique sur Internet. Alors, je dis, pourquoi pas l'inviter? Salut, Guy. Tu m'invites à chaque fois qu'il y a des polémiques, je vais être là souvent. C'est peut-être le but de la manœuvre. Ça me prendrait peut-être un collaborateur. Salut, mon ami. Les gens sont fâchés après toi parce que j'ai pas trop compris l'affaire. Toi, tu es fâché après du monde qui sont fâchés après toi. Non, moi, je suis pas. C'est dur à suivre, moi, Internet. Moi, je suis jamais fâché après personne, mais tu sais, les réseaux sociaux, ça enfle un peu la réalité. Là. Souvent, c'est des affaires que si on était face à face, ça durerait 8 secondes, mais que là. L'histoire vite faite, si tu veux, je la raconte, c'est que j'ai écrit une blague. Au début, je n'étais pas content d'une entrevue que Marie-Louise Arsenault avait faite avec Christian Dufour à son émission de radio. Ah, j'ai écouté, elle l'avait brassé pas mal. Là. Puis en fait, c'est que je trouvais qu'elle ne laissait pas parler. C'est pour ça que moi, j'ai été invité souvent à cette émission-là, puis à l'autre, qu'elle a dans les médias, je n'ai jamais voulu aller là. Bon, elle fait des entrevues comme je faisais quand j'avais 25 ans. Puis quand j'avais 25 ans, c'était André Arthur, c'était Louis Champagne, puis c'était Bing Bang entre dedans. Puis j'ai l'impression que, tu sais, puis j'ai revu, moi, des années après, pour faire Fidèle au poste avec Éric Salvaille, on a sorti du visuel d'archives. Puis je voyais les entrevues que j'avais faites quand j'avais 27, 28 ans, puis c'était imbuvable. Je disais, tabarnouche, je ne savais pas d'allure. En tout cas, parenthèse. Donc j'ai fait, sur Twitter, j'ai fait un commentaire là-dessus. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'écrit, un fan de Jeff Fillion, il fait, à la place, tu devrais aller avec Jeff Fillion. Puis c'est ça, tu sais, souvent, les gens sont polarisés. C'est que si tu critiques la gauche, ça veut dire que tu es à droite, là. Puis moi, j'ai répondu une blague en disant, mais moi, à date, j'ai refusé toutes les invitations de Marie-Louise Arsenault, mais j'ai aussi refusé toutes les invitations de Jeff Fillion. Puis j'ai répondu quelque chose comme, je vous laisse le soin de trouver c'est quoi le dénominateur commun qui font qu'ils sont à la fois assez différents, mais si semblables, tu sais. Puis ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, c'est des idéologues, c'est des gens qui sont enfermés d'une idéologie, puis que ça devient difficile pas nécessairement de converser, parce que, tu sais, si j'étais allé avec Jeff Fillion, probablement, qui m'aurait vraiment laissé de la place. Oui, parce que Jeff, il peut jaser une heure. Oui, mais le problème... Il a fait 1h30, je pense, avec Christian. La raison pour laquelle je ne voulais pas y aller, premièrement, je trouve qu'on ne devrait pas avoir de compte à rendre sur pourquoi on ne veut pas aller faire des entrevues, là. C'est des gens qui défendent la liberté bien souvent, fait que tu es libre d'aller où tu veux ou pas. Le monde mélange souvent le concept de si tu défends la liberté d'expression publiquement, ça veut dire que, d'abord, tu es supposé venir. La liberté d'expression ne veut pas dire que tu veux parler à tout le monde tout le temps. Et je trouvais que Jeff, c'est un gars qui, souvent, les souverainistes, c'est des tatas, puis les artistes, c'est des ticounes qui vivent des subventions, puis les Montréalais, ils vivent d'un dôme, puis ils nuisent au reste du Québec. Puis à un moment donné, quand tu es un artiste montréalais qui est souverainiste, je me disais, ça devient moins tentant d'aller jaser avec le gars, mais c'est rien de personnel. Là. Je ne voulais pas m'attaquer au gars de même, puis avoir su qu'il prenait ça si mal. Et là, ce qu'il a fait, lui, c'est que là, il a comme écrit à ses fans sur Twitter, qui était offusqué par ça, puis pendant toute la fin de semaine. Donc, j'ai reçu des messages de plein de gens qui m'aiment beaucoup. Mais moi, ce que j'ai compris, je t'ai rendu à la queue de ton affaire. J'ai vu que tu as fermé. Comment ça marche? Eux autres, ils pouvaient... Oui, j'ai fermé Jeff. Mais moi, je bloque énormément de monde, honnêtement. Ah ouais? Oui. Moi, aussitôt que si tu es impoli, violent, agressif ou malhonnête, j'ai aucune tolérance avec ça. Et c'est ça, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire écouter tout le monde. Moi, je laisse tout le monde libre de s'exprimer, mais je ne suis pas obligé d'écouter tout le monde. Comme je n'écoute pas toutes les stations de radio, puis je n'écoute pas toutes les stations de télé. Fait que moi, si tu m'écris 3 fois, puis que je sens, évidemment, là, que ça commence à être pénible, je te donne pas 4 avertissements. Là. Je fais comme, gars, tu as dit ce que tu avais à dire, je dis ce que j'ai à dire, mais si tu es le moindrement impoli ou n'importe quoi. Là. Fait que lui, le Jeff m'a écrit, me traitait de menteur, puis tout ça. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est une belle fin de semaine, là, fait que ça ne me tentait pas de niaiser. Fait que... Donc, c'est lui qui t'a bloqué? Ou... Non, c'est moi qui l'ai bloqué. Toi, tu l'as bloqué. Ah, OK, je pense que tu as bloqué ses auditeurs. Ah, je n'ai bloqué plein. Ah, OK. OK, puis il y a eu des grosses réactions. Oui, écoute, 1000 peut-être. Ah ouais, arrête donc. Ah ouais, ils ont tous des drapeaux noirs de pirates, puis des affaires homophobes, des affaires sexistes, des affaires
agressive. Puis pas tout le monde, là, en passant. Je suis convaincu, sérieusement, je suis convaincu que la majorité des gens qui écoutent Jeff Fillion ne sont pas du tout des gens comme ça, mais il y a des crinqués comme dans toutes les gangs, puis c'est ce que j'entends par idéologie, c'est qu'à un moment donné, il y a bien des choses. T'sais, moi, j'ai souvent défendu le droit de parole de la droite dans les médias. Entre autres, à l'émission de Stéphane Bureau, je l'ai faite. Parce que je considère que dans les médias actuellement, il y a comme une grande tendance à trouver que tout ce qui se dit des propos de gauche, puis voire même de gauche radicale, des fois, c'est bien vu. Puis des propos de droite, c'est le diable, c'est mal vu, puis c'est censuré ou à tout le moins ignoré par les réseaux principaux. Alors moi, j'ai souvent défendu ça. Je l'ai fait à Tout le monde en parle aussi. Mais, encore une fois, il y a une confusion. C'est que des fois, les gens pensent que ça veut dire que donc, je suis un gars de droite. Pas du tout. Je n'adhère pas du tout à ça. Je ne suis pas un gars de droite. Tu as la liberté de penser, de ne pas penser comme moi. C'est ça que tu veux dire? Oui, puis moi, j'aime entendre les propos de tout le monde dans la mesure où c'est pas de la démagogie, puis c'est des propos cohérents. Mais tu n'aimes pas les entendre dans son studio à lui, parce qu'il t'aurait invité à aller chez lui, donc... Bien, comme je te dis, c'est-à-dire que ça devient à un moment donné basé sur le fait que moi, je sais que le gars, il n'aime pas les humoristes, puis les artistes, puis les vedettes, c'est des ci, puis des ça. Ça ne veut pas dire qu'il va te sauter d'en face. Ah, Je l'ai entendu faire des entrevues. Oui, mais j'ai aucune crainte ni de lui, ni de personne, de toute façon. Je ne suis pas quelqu'un de peureux dans la vie. Mais si quelqu'un passe son temps à dire les animateurs de radio ou de podcast, puis tu viens du Lac-Saint-Jean, toi, je pense, non? Ben oui. Oui, bon. J'ai travaillé avec Jeff Fillion quand il avait 20 ans. Le monde du Lac-Saint-Jean, c'est des tatas. Puis les animateurs de radio, c'est des têteux. Puis les ci, puis les ça. À un moment donné, si tu entends des propos qui se regroupent tous autour de toi, puis que c'est toujours négatif, puis que la personne après ça fait « Ah, écoute, j'aimerais ça te recevoir dans le respect », tu dis « Bien, probablement qu'il m'aurait respecté en passant. Je crains pas ça, mais je dis juste oui, mais ça ne me tente pas vraiment d'aller discuter avec quelqu'un qui a si peu d'ouverture. En tout cas, quand on n'est pas face à face, si au moins je t'entends avoir des propos nuancés, mais si tu mets tout le monde dans le même panier, puis les souverainistes, c'est des ci, puis ça ne m'intéresse juste pas, c'est tout. Ce qui m'intéressait, j'ai dit, tiens, ça donne bien, on va l'inviter, là, ça fait, comme je disais tantôt, là, ça fait longtemps que je veux t'inviter, c'est que c'est devenu un facteur, Internet. Les réseaux sociaux, c'est un facteur partout à travers le monde. Au Portugal, là, la droite s'en vient, le Brésil. Il y a une mauvaise humeur qui est caractéristique des réseaux sociaux, puis ça a un effet sur tout le débat politique partout à travers le monde. Et là, tu le vis, tu étais en plein cœur d'un bouillonnement en fin de semaine. Comment tu vois ça? Y a-t-il moyen de civiliser l'acte politique encore, ou si on est condamné à se donner des claques à la gueule tout le temps? C'est vraiment difficile. Je fais quand même une distinction. C'est sûr que la politique, même avant les réseaux sociaux, ça a toujours été polarisant. C'est un peu comme la religion, même le sport, des fois, à l'époque des Canadiens nordiques. Mais les réseaux sociaux, la façon dont c'est structuré au départ, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui convient bien à l'humanité. Parce que l'humanité est composée de manière globale de beaucoup d'émotivité et relativement peu de rationnel. Et ça exacerbe énormément les réseaux sociaux, l'émotivité, et ça laisse très peu de place au rationnel. D'abord, Twitter, encore plus que les autres, j'appelle ça Twitter, là, X, parce que c'est limité en termes d'espace. Donc, le rationnel demande souvent des nuances de l'explication du développement que tu ne peux pas faire là-dessus. Et ensuite, par exemple, l'exemple de cette fin de semaine, je suis pas mal convaincu que Jeff Fillion, si je l'avais en face de moi, moi, je ne serais pas embêté de le croiser ou de jaser avec lui. C'est pas ça. Tu sais, si je vais dans un restaurant à Québec, je suis en tournée, il est là. Pour vrai, moi, je vais parler avec, sans problème. C'est pas ça la question. C'est ensuite de dire, est-ce que j'encourage un média ou un podcast ou une émission de quelqu'un qui, de manière générale, va faire du bashing sur à peu près tout ce que je suis dans la vie? Ça m'intéresse moins. Donc, pour revenir à l'histoire de la politique, bien c'est ça, c'est qu'aussitôt qu'on dit un mot de déplacé ou n'importe quoi, ou un jugement qui peut paraître un peu... c'est une blague, c'est un bon exemple. Une blague, quand on s'en fait dans la vie, ça passe beaucoup mieux que par écrit parce que tu n'as pas toutes les émotions, tu n'as pas excuse le mauvais français, mais tu n'as pas le body language. Et puis même avec les petits bonhommes jaunes, ça marche. C'est la moindre des choses, mais tu sais, même dans ce cas-là, j'avais justement mis un bonhomme qui rit, juste pour faire un petit clin d'œil.
puis ça n'a pas passé, tu sais. Puis je peux comprendre le gars d'être choqué, mais en même temps, tu sais, Jeff, c'est un gars qui brasse bien du monde, là, puis qui gagne sa vie avec ça. Fait que j'ai trouvé quand même un peu susceptible là-dessus. Mais de manière générale, c'est comme ça, les réseaux sociaux, ça exagère quelque chose qui, dans le fond, selon moi, n'est pas si gros que ça, tu sais. Quand on est face à face puis qu'on se parle dans la vie, il y a moyen de se comprendre. Alors, tu l'as vu, tu parlais du show de Stéphane, comment ça s'appelait, Le Monde à l'envers, qui a duré une saison. Je me souviens d'avoir vu Martineau Richard qui disait écoute, j'en revenais pas de voir que j'étais capable de parler à quelqu'un qui pense le contraire de moi. C'est parce que tu l'objectivises, c'est comme un ennemi, c'est l'ennemi. C'est sûr que l'ennemi, ton beau-frère ne pense pas comme toi, puis à Noël, tu es avec lui, toujours avec lui pareil. Ben non, mais c'est ça l'affaire, c'est que on était dans le green room, donc c'est l'endroit où on se retrouve, pour ceux qui ne connaissent pas ça, avant les émissions, puis après les émissions, des fois, tout le monde ensemble. On s'entendait très bien. En tout cas, c'était fortement cordial. Tous les invités, tous les panélistes, il n'y avait jamais d'animosité. Puis des fois, il y avait déjà des conversations d'avant-émission qui brassaient un peu, mais c'était respectueux. Puis je trouve ça plate qu'il y ait cette tendance-là. Peut-être que j'ai moi-même ma part de tort là-dedans, puis que des fois, je suis trop radical, je barre du monde trop vite. J'ai cette façon un peu expéditive de, quand ça ne fait pas mon affaire, de faire comme dans ce cas-là, je tasse un peu du revers de la main un Jeff Fillion. Mais je l'ai fait aussi, justement, avec Marie-Louise. Peut-être que... Mais tu sais, comme Marie-Louise Arsenault, c'est un bon exemple. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'invite, à la fois à son show de télé puis à la fois à son show de radio. Mais tu sais, son émission de radio, moi... elle est là, entourée de 6 personnes qui pensent pas, tu sais, c'est les chroniqueurs, tout ça, qui ne pensent pas du tout comme moi, qui, à la limite, certains me diabolisent, puis je le sais de source sûre, bien, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, au moins, invite-moi comme régulier, comme personne qui va faire le contrebalan d'un autre chroniqueur qui, lui, est beaucoup plus à gauche. Je me sentirais déjà mieux dans ce contexte-là pour pouvoir cadrer certains invités qui disent des affaires avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais moi, lui donner une entrevue où sans arrêt, je sens qu'a priori, tu sais, c'est déjà arrivé, là, une fois, je suis allé sur une émission de radio à Radio-Canada, je suis allé serrer la main du monde pendant la pause commerciale. Il y a une des personnes qui a refusé de me serrer la main à cause de blagues que je fais en show, tu sais. Mais je me dis, tu pars mal dans ce temps-là quand déjà, tu es comme le diable. Fait que c'est pour ça que je te dis, des fois, probablement que je le fais moi-même aussi à l'envers. C'est compliqué parce qu'on est humain, puis c'est imparfait tout ça. Tu sais. Tout est imparfait, justement, puis tout est plus difficile. Moi, je pense que c'est plus difficile qu'autrefois à cause de ça. Puis tu voulais faire de la politique pareil. Tu voulais être le chef du PQ. C'est pas rien, ça. D'abord, les gens se sont dit, il se prend pas pour une queue de pomme. Lui, là, il est juste humoriste dans la vie, il fait juste des jokes. Il se fait là, il se voit-tu premier ministre? Ça a été la première réaction du monde. Quand je regarde les premiers ministres qu'on a, je me sens pas en dessous de la moyenne. Ils sont en train de me dire qu'ils sont bons dans les jokes, qu'ils sont des clowns. Oui, ben, ils font rire. Ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui te motivait à faire ça, là? Tu sais, chef du PQ, je comprends que tu es souverainiste. Ben, d'abord, il ne se prend pas pour une queue de pomme. Je veux dire, c'est des gens du PQ qui m'ont approché. C'est pas moi qui s'est manifesté le premier. Puis deuxièmement, je pense que j'ai écrit des livres, j'ai fait, si tu veux, Guy Nantel sur Twitter ou sur Facebook, tu vas voir bien des vidéos où j'explique ma démarche. Fait que, je veux dire, je pense que je suis articulé là-dessus, puis j'ai une pensée politique qui date d'avant 2020. Après, pourquoi? Je ne sais pas. C'est un parti qui était vraiment qui avait des gros problèmes, puis qui avait besoin d'avoir l'attention des médias. Puis, en fait, on pensait qu'il était mort. Cliniquement, on pensait qu'il était mort, puis c'est pas tant le parti que l'option, là, tu sais. Pour moi, à partir du moment où il n'y aura plus personne qui défend cette option-là, où il y a une possibilité que le Québec quitte le Canada, bien, on va se faire mépriser, mais ça, c'est ma vision des choses quand tu laisses un autre peuple décider de ta destinée, de manière générale, quand on connaît l'histoire de l'humanité, c'est plutôt rare que l'autre peuple prend des décisions favorables pour le peuple qui domine. Hein? Alors, je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui soient là pour défendre ça. Et j'en faisais partie, mais il y a eu un autre choix qui a été fait, qui s'avère être un bon, en tout cas actuellement. Le trouves-tu bon, toi? Absolument. Parce qu'il est venu ici, là, puis écoute, les commentaires, t'as dit rempli que tout le monde l'a trouvé cool, puis moi aussi, je l'ai trouvé cool. C'est un gars que je connais pas beaucoup, mais qui, franchement, fait mieux que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. Moi, je pensais que Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai dit d'ailleurs, je pensais que c'était un nerd, là, tu sais, quelqu'un qui...
qui arrive, il avait étudié à l'étranger, qui arrive avec ses connaissances, mais tu sais, théoriques, là, puis qui n'est pas capable de Je pensais qu'elle allait se faire écraser par des gens plus expérimentés, exactement, type François Legault, qui connaissent un peu mieux la game politique, alors que moi, je suis un peu plus grand gueule. Donc, cette dimension-là, je me trouvais meilleur là-dedans que Paul. Là. Je me disais, tu sais, j'ai un côté plus bagarreur, plus combatif. Puis je sais que c'est un gars intelligent, puis cultivé, puis instruit. C'est pas du tout là que ça se jouait pour moi. Mais franchement, même cette dimension-là, je trouve qu'il se défend très, très bien. Il n'y a pas besoin de sauter au plafond. Il y a pas, puis c'est pas quelque chose que je fais non plus spontanément. Donc, je trouve qu'il n'y a pas un ton emprunté. Il a assumé ses décisions, même quand des fois c'était pas facile. Le serment au roi, c'est un bon exemple. Franchement, ça fait du bien. C'est un excellent chef en ce moment qui fait très bien son travail. Ouais. Et pour toi, pour l'orgueil de ne pas avoir gagné, parce que c'était le favori, à un moment donné, tu étais le plus connu de la gang. Là. On dit, puis on avait l'impression que c'est toi qui allais gagner. Là, de ne pas l'avoir eu, là, ça fait-tu mal? Ou... Pas du tout, Denis. Écoute, les sondages, quand ils étaient les sondages nationaux, donc qui faisaient avec Léger, j'étais loin en avant de tout le monde. En fait, additionnais les trois autres, puis je t'ai multiplié par 2, puis j'étais encore le premier. Donc, ce que ça m'envoyait comme message, c'est que les Québécois voulaient de moi dans le portrait politique. D'ailleurs, Léger a refait un sondage il y a à peu près 1 an. Il a mis des noms de différentes personnalités publiques, a demandé qui trouvez-vous qui devrait aller en politique. Puis encore une fois, je dominais largement. Fait que je ne pense pas que j'ai un déficit de crédibilité par rapport à ça au niveau du Québec. Ensuite, les sondages qui se faisaient à l'intérieur du parti chez les militants, et donc aussi le vote final qui essentiellement était fait par des membres, ça, c'était assez catastrophique pour moi. Donc, ce que ça m'a fait comprendre, c'était que quand tu arrives, tu es un outsider en politique, et donc tu arrives vraiment et tu n'as pas d'assises dans les instances, dans le parti, tu n'as pas d'historique, tu connais personne. C'est difficile. Puis moi, je suis content d'avoir vécu humainement cette expérience-là. Professionnellement, j'ai même écrit un spectacle donc, que je vois en ce moment qui est basé sur cette expérience-là. Il n'y a eu que du positif. Sauf peut-être une chose que j'ai trouvée malheureuse, c'est que j'ai plus eu de nouvelles depuis 2020 de personnes dans le parti. Ah ouais? Alors que j'aurais quand même souhaité avoir un minimum de reconnaissance dans la mesure où il y a quand même, ça demande un minimum de courage de mettre de côté une carrière artistique qui va très bien. On sait, les artistes font tout pour ne pas parler de politique, même s'ils en ont des idées. Puis ils font semblant que tout est correct pour tout le monde, puis que toutes les options se valent. Puis, moi, j'ai pris des chances à ce niveau-là pour remettre de la lumière sur ce parti-là. Évidemment, j'avais une attention énorme de la part des médias parce que j'étais plus connu que les autres. Et ça a aidé beaucoup le parti. T'sais. Donc, quand une nouvelle équipe arrive, évidemment, c'est des nouvelles personnes qui ont leurs idées. Puis ça, moi, je respecte ça. Je n'allais pas faire d'ingérence, mais de faire thank you, goodbye, puis de continuer les affaires. Ça, j'avoue, des fois que ça m'a un petit peu irrité, mais pas plus que ça. Là. Mais personne t'a appelé, là. Non, j'ai pas de nouvelles. Paul Saint-Pierre Plamondon, il t'a pas appelé? Ni les autres, puis même pas juste à l'intérieur des gens connus du grand public, mais même dans les instances, j'ai appris à connaître du monde, puis j'ai échangé. Puis ça a duré 10 mois, puis c'était très enrichissant, puis c'était le fun. Mais après, on dirait que tu existes comme plus, puis je comprends aussi qu'ils ont des horaires assez chargés, peut-être plus que celles d'un humoriste. Fait que je respecte ça aussi. Mais tu parlais des blessures par rapport à ça, ça n'a pas été de perdre du tout, je te jure, là, de perdre ça. Je le voyais, là, je voyais ça s'en venir, parce qu'il y a eu 3 sondages, je pense, internes. Là, puis, tu vois que la gang du PQ, c'était pas ton bord, c'est ça que tu voyais. Peu importe ce que je disais, peu importe ce que je faisais, j'étais le seul qui avait une vraie plateforme là, de 34 pages, puis c'est moi qui l'ai rédigé, cette plateforme-là. Moi, je n'ai pas mes conseillers qui m'ont écrit une plateforme comme la plupart du temps. Souvent, ça va être une dizaine de pages, puis il y a 8 personnes qui sont sur la rédaction. J'ai fait mes devoirs. J'ai parlé à des experts dans tous les domaines, des constitutionnalistes, des gens experts en santé, puis en éducation, puis en immigration et tout ça. J'aurais souhaité quand même avoir un minimum de crédibilité, de reconnaissance de l'intérieur. Autrement dit, ce que je vais dire une chose, ce qui me faisait le plus de peine, moi je suis fait fort, puis je suis capable de débattre, puis d'affronter les adversaires.
Ce qui me dérangeait, c'était les souverainistes qui n'étaient pas contents que je sois là. Ah, ouais. Alors que je mettais de côté, je mettais en péril, c'est un peu exagéré, mais quand même ma carrière et ma crédibilité en tant qu'humoriste, parce que j'en ai eu des messages de « je ne vais plus jamais te voir depuis que je sais ça ». J'en ai eu, je ne viens plus me voir, c'est tout, ça ne me dérange pas. Mais, Caroline, ce serait le fun que ceux que tu vas défendre... Ils aillent te voir. Non, même pas qu'ils te voient, mais qu'ils ne soient pas en train de t'envoyer des messages haineux. On fait le lien avec les réseaux sociaux dont on disait tantôt. Moi, quand j'avais des gens, des drapeaux du PQ, tout ça, comme icône, puis qui m'envoyaient des fingers en émoticône, j'étais comme « Ah ouais, tu nuis au parti ou des affaires de même. » Voyons donc. Depuis quand des artistes, il y en a de tout temps, il y a eu des artistes dans des grands partis politiques puis dans des grands mouvements politiques. Mais là, ils sont frileux, tu l'as dit, là. Il n'y en a plus beaucoup. Non, mais je le sais, mais justement, profite du fait que quand tu en as, tu trouves un nouveau marché, tu trouves des contacts dans un univers auquel, normalement, tu n'as pas accès, parce que c'est souvent des avocats puis des gens du milieu des affaires. Puis, bon, si tu veux aller chercher les artistes... L'indépendance là-dedans, là, penses-tu qu'avec Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il me dit en entrevue, il dit moi, là, ce que je veux, c'est pas être premier ministre, c'est faire l'indépendance. Donc, si ça me coûte le poste de premier ministre que de faire l'indépendance, un peu comme Parizeau avait raisonné, là, est-ce que tu penses qu'on peut sauver l'indépendance? Gabriel Nadeau-Dubois me dit la semaine passée, nous autres, là, avec sa co-porte-parole, on est à Québec solidaire indépendantiste. Mais je disais, ouais, mais vous êtes à côté, vous n'êtes pas en plein dedans. Mais il en parle plus parce qu'il voit que le PQ pogne, puis il en parle plus. Oui, exact. Donc, est-ce que l'idée est sauvée d'après toi? Ah non, mais Paul, il fait le bon calcul. C'est pour ça que là, je l'admets, puis je fais comme tabarnouche, j'espère qu'il va rester comme ça. C'est que même si tu es à 4 dans les sondages, si c'est ta conviction, c'est l'article 1 du parti, le parti sert à ça, bien, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je ne sais pas, moi, c'est un anglophone avec comme projet de dire on veut qu'à partir de maintenant, le Québec ait 2 langues officielles, l'anglais et le français. Puis là, il regarde un sondage, puis il se rend compte qu'il est à 10 dans les sondages, puis 90 des Québécois sont contre cette idée-là. Si le parti est bâti pour ça, bien, il ne peut pas commencer à dire « ouais, OK, ça va être juste le français ». C'est ça son parti. Bon. Donc, Paul se présente comme chef d'un parti souverainiste qui a comme article 1 l'idée de faire un pays. Bien, moi, je trouve admirable qu'ils disent publiquement « Moi, je suis prêt à sacrifier le poste de premier ministre du Québec. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être un chef d'une province. Je veux créer un pays. » Et toi, tu crois encore dans ce pays-là, là, il va sans dire. Est-ce qu'on est un pays de gauche ou de droite? C'est pas important. C'est pas important. C'est un autre problème, ça. Tu parlais de QS. Moi, quand les politiciens se font demander, tu sais, QS, à un moment donné, il se faisait poser la question, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce que tu es plus pour un Québec province de gauche ou un Québec pays de droite? Évidemment, on comprend de centre-gauche, centre-droit, parce que les extrêmes en politique au Québec, ça n'existe pas vraiment, là. Puis, tu sais, il était plus pour un Québec de gauche qui reste une province. Mais c'est ridicule parce que les gens confondent l'État et la gouvernance. C'est 2 affaires différentes. Un parti souverainiste veut créer un État dans lequel il y aura forcément, comme tous les pays du monde, une rotation de gouvernements qui tantôt seront à gauche, tantôt seront à droite. C'est le cas de tous les pays, de tous les États, de toute l'histoire de l'humanité. Alors, il n'y a aucune raison de fixer des conditions à la souveraineté. La souveraineté, c'est une chose qui existe en elle-même. Si, après coup, le pays se fait, on construira la maison, on se chicanera sa couleur des rideaux, puis sa couleur de la peinture. Mais si on commence à se chicaner sur la couleur des rideaux et de la peinture avant même de construire la maison, bien, c'est le dominant qui est mort de rire. Ouais. Mais là, on parlait de la dichotomie gauche-droite. Il y a une autre dichotomie, parce que tu fais une tournée, tu es constamment en tournée, tu connais le Québec. Montréal, le reste du Québec. Mettons Montréal, Québec, puis le reste du Québec. Le Québec des régions. Moi, je viens d'une région, je viens du Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis on raisonne rarement comme le monde de Montréal. Tu sais, je veux dire, sur bien des sujets, le transport, l'environnement, les mythes, c'est plein de bases qui sont différentes. Comment tu fais pour embarquer tout le monde dans un bateau qui serait national? Écoute. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a une différence avec les régions, là, tu fais le tour. Bien sûr qu'il y a une différence. Ben, en fait, il y a une différence essentielle, ne serait-ce que par la langue et l'immigration, là, qu'il y a
à peu près pas d'anglophones et très peu d'immigrants dans les régions. Il y en a un peu plus qu'autrefois quand même. Plus qu'avant maintenant. Quand tu vas à l'hôtel Chicoutimi maintenant, il y a beaucoup de personnes de différentes nationalités qui te servent. Mais je veux dire, essentiellement, on s'entend que quand tu te promènes dans les rues, c'est pas comme à Montréal. Donc ça, c'est la grande différence que tu vas trouver. Donc l'immigration, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Si mais tu dis que encore une fois, non, mais regarde, Denis, ce que je te dis, là, c'est qu'un vrai de vrai, là, 100% parti souverainiste, là, donc, ce que je te dis, je ne l'ai jamais dit publiquement, là, il n'y aurait pas un programme de 150 pages. Là. Il n'y a pas à se mêler, parce que ce que tu fais dans ce temps-là, c'est de la gouvernance provinciale. C'est comme si tu dis, nous autres, ce qu'on veut, c'est créer un pays. Mais by the way, si jamais ça ne devient pas un pays puis ça reste une province, voici tout ça de quoi on va se mêler. Mais tu n'as pas à faire ça. Parce que si tu fais ça, tu es en train de donner des munitions aux gens qui vont dire « Ah, cette valeur, j'aurais voté pour ton pays, mais là, je vois que tu es pour la fermeture des écoles. » Moi, il y a du monde qui ont voté contre moi en course à chefferie, puis ils me l'ont écrit, parce que le PQ est contre les écoles privées. Puis moi, je disais « Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. On n'a pas à se mêler de ça. » Parce que si on commence à se mêler de toutes ces affaires-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on donne des munitions tout le temps à ceux qui vont dire « Moi, la souveraineté m'est conditionnelle à ce que ça me ressemble. » Alors que la souveraineté ne doit jamais être conditionnelle, elle doit être absolue. On veut avoir un pays dans lequel nous serons les gens qui allons décider de notre destinée. Et ensuite de ça, dans un deuxième temps, on fera ça. Mais t'imagines-tu, Paul Saint-Pierre Plamondon, dire que mon seul programme, c'est la feuille que j'ai là, on fait l'indépendance. Tu peux. Jamais élu. Bien, il ne sera peut-être pas élu, mais sais-tu quoi? Tu peux aussi faire un parti politique qui, lui, va dire « Moi, tout ce que je vous dis, là, c'est qu'il n'y a pas de référendum. » Parce que la Cour internationale s'est prononcée là-dessus, dans le cas du Kosovo. Ça, c'est en 2010. La Cour internationale, ce qu'elle a dit, là, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui est reine et souveraine. Il n'y a aucune décision qu'on prend et qu'on fait des référendums dans notre société. À part la Suisse, là, ça n'existe pas, ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on vote pour des représentants qui constituent une Assemblée nationale qui prennent des décisions. On l'a même vu dans le temps de la COVID, là, des décisions importantes où ça aurait peut-être été une bonne idée là, de faire des référendums puis demander au monde c'est quoi leur avis, mais ce n'est pas ça qu'on a fait. Alors, le principe de référendum, c'est Claude Morin qui l'a amené, ça. Avant 1974, René Lévesque, de 68 à 1974... On se fait élire, on est indépendant. On se fait élire. Bien, on passe une loi, tu sais, à l'Assemblée nationale. Puis, à partir du moment où c'est 125 députés, il y en a une majorité qui sont pour la loi où on proclame l'indépendance, bien, c'est ça qui est ça. Je suis désolé, donc, mais... Claude Morin, son argument pour vendre l'idée à l'évêque, c'était « Oui, mais on n'aura pas 50 des gens, on va toujours se faire cogner dans les jarrets. » Justement, tu n'as pas à avoir 50 des gens, Denis, là-dedans. Parce que toi, là, même si tu es élu minoritaire, c'est la différence entre un référendum et ce que je te dis là. C'est que si tu fais un référendum, tu es obligé d'être majoritaire. Mais si tu fais ça, là, même si tu es minoritaire, tu proposes une loi, puis là, Québec solidaire qui dit majoritaire sont obligés de voter en faveur. La moitié de la CAQ qui est souverainiste sont obligés de voter en faveur. Il reste quoi? Il reste 17 députés du Parti libéral qui votent contre, puis une partie de la CAQ. Tu penses que c'est une bonne stratégie pour le PQ? On va faire les premières démarches électorales du PQ avec René Lévesque, c'était si on gagne, on fait l'indépendance. En 1976, il a mis leur bémol de référendum. Donc, s'ils procédaient de la sorte, tu penses qu'on ferait l'indépendance. Mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est honnête? Bien, c'est totalement honnête. Tu présentes un parti qui dit si vous êtes souverainiste, je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, l'indépendance. Je suis en train de te dire tu as bien plus de chances de la faire comme ça que par le référendum. Parce que là, les gens qui vont voter, c'est des gens de l'Assemblée nationale qui se sont compromis avant, pendant la campagne électorale. C'est-à-dire que ce parti-là, donc qui n'existe pas, on va l'appeler le parti théorique, pendant la campagne électorale, tout ce qu'ils ont dit, nous autres, c'est le jour 1, on est élu, on passe une loi, puis on crée un pays. Alors, ça ne peut pas être plus clair que ça. Moi, cet argument-là, là, c'est des arguments de fédéralistes que de dire « c'est pas honnête, tu ne dis pas à la population ». Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ton parti ne sert
qu'à ça. Il ne la fait que Cour dire suprême, que ça. elle s'est prononcée, la Cour suprême canadienne a dit ça prend un petit peu plus que 50 Oui, bien, la Cour pour suprême que du ce soit Canada, ça significatif. donne qu'on ne l'a pas signé, la Constitution canadienne. Fait Donc- qu'on n'a pas à tenir compte de ça. Puis la Cour internationale, qui est de loin supérieure en termes de droit à la Cour suprême canadienne, s'est prononcée là-dessus, puis elle a dit que ça, c'est de la bullshit. C'est faux. On n'a pas à obéir à ces règles-là. Sauf que si le gouvernement canadien, au lendemain d'un scrutin où le PQ est majoritaire, mais avec 38 des voix, puis là, justement, Québec solidaire embarque, puis ils ont ce qu'il faut pour faire passer la loi, on l'a vu ailleurs, ils pourraient envoyer l'armée puis dire non, c'est pas de même. Ça marche, j'avais pas respecté la décision de la Cour Je vais suprême. te dire une chose. Le pays qui, supposément, est le plus ouvert au monde, qui enverrait l'armée, il perdrait la face. Ensuite, il y a différentes raisons pour lesquelles le Canada ne pourrait pas faire ça. Pourquoi? D'abord, la monnaie. La monnaie, le Québec indépendant pourrait décider de prendre la monnaie qu'il veut. On pourrait même prendre l'euro si on voulait. On pourrait inventer une nouvelle monnaie, on pourrait prendre le dollar américain. Si on fait ça du jour au lendemain, le dollar canadien tombe d'à peu près 25 parce que la monnaie, maintenant, c'est basé sur la confiance. Donc, tu as le quart du pays qui disparaît, donc ça amène une nervosité ces marchés. Le dollar canadien perd à peu près 25 la balance commerciale avec l'Ontario. L'Ontario fait plus d'argent avec le Québec que le Québec en fait avec l'Ontario. Alors, automatiquement, la pression du gouvernement provincial ontarien sur Ottawa, ce serait énorme de dire « Hey, en passant, ils peuvent faire affaire avec les États-Unis ou avec la France. Là, ils font ce qu'ils veulent, les Québécois. Fait que, écœurent pas trop, là, parce que sinon, ils ne font pas affaire avec nous autres. » Notre achat de pétrole qu'on fait dans les provinces de l'Ouest, Saskatchewan, Alberta, on peut très bien l'acheter en Norvège, notre pétrole. Il y a plein de raisons comme celle-là. La voie maritime du Saint-Laurent, tout ce qui passe entre Calgary et Toronto ne peut pas sortir par les Rocheuses, ne peut pas sortir par la mer du Nord qui est gelée les 3/4 du temps. Puis par les États-Unis, c'est un pays souverain en dessous. Ils sont obligés de passer par chez nous. S'ils veulent avoir accès, la voie maritime, ça devient nos eaux nationales. Alors, ils sont obligés de négocier avec nous autres. Fait que c'est un fantasme, l'idée de « Oh, le Canada va être fâché ». Pourquoi le Canada? Écoute, je vais te poser une question. Les gens là, qui ne s'intéressent pas trop à la dynamique politique, là, moi, je leur dis toujours la même affaire. Je dis, explique-moi une chose. Comment le Canada peut dire, d'un côté de la bouche, qu'on leur coûte des milliards par année, puis qu'ils sont écœurés, des mots de chialeux québécois, tout ça, mais que quand on menace de s'en aller puis qu'on fait des référendums, ils sont à genoux et ils disent « Partez pas, partez pas, partez pas ». C'est vrai qu'ils ont fait une belle déclaration d'amour. Toujours. Hein? Ouais, alors, la raison, dernier c'est simple, référendum. c'est que le Canada a beaucoup plus à gagner du Québec que le contraire. La seule chose qui paralyse le Québec, c'est la peur. Mais la réalité, là, commercialement parlant, ça nous dessert. On envoie la moitié de nos impôts à un autre peuple qui décide ensuite sous quelles conditions puis de quelle manière il nous en redonne une partie, puis ensuite qui fait ce qu'il veut avec le reste de l'argent. C'est pas pour rien que le fédéral est si riche puis que les provinces en arrachent tant. Fait qu'après ça, quand des gens disent « On est cabochon au Québec, on n'est pas capable de s'occuper de nos hôpitaux au Québec », bien, tu sais pourquoi? Parce qu'en 1971, on a créé un système de santé parallèle avec le fédéral. C'était supposé être financé à 50-50, cette affaire-là. Comme on paye les impôts à peu près 50-50. Bien, aujourd'hui, là, le fédéral en paye 23 Oui, ils ont diminué la dernière Bon, fois. puis ils s'en vont vers le 20 tranquillement. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque à gagner, c'est toujours le provincial qui le paye. Ça fait moins d'argent pour le reste, pour tout le système social dans lequel on ne peut pas investir d'argent. Fait que c'est un peu comme si tu pilotes un avion, mais tu as juste accès à la moitié des pitons. Puis on fait ben cabochon, c'est pas capable de piloter ça, nous autres, les Québécois, un avion. Alors, donne-nous un piton, puis on va piloter. C'est un beau slogan, ça, politique. On veut récupérer tous nos pitons. Votez pour nous. Tu me parles là-dessus. Là, j'ai l'impression de retourner en campagne à chefferie. Mais justement, parlons de l'humoriste. On parlait des réseaux sociaux, puis on parle d'atmosphère peut-être un peu plus lourde à cause de ça. Autrefois, à cause des réseaux sociaux, on parle plus des réseaux sociaux que du politiquement correct. Parce qu'il y a 10 ans, c'est le politiquement correct qui était imposé à tout le monde parce que les groupes de pression chialaient. Aujourd'hui, c'est le peuple carrément qui va sur les réseaux sociaux. Est-ce que le politiquement correct, on l'a tellement avalisé, on l'a tellement accepté qu'on s'auto-censure tout le monde, puis les humoristes s'auto-censurent puis sont confortables là-dedans, parce qu'on se souvient que toi puis Mike Ward, hein, un gala des Olivier, vous étiez scotché, on vous a littéralement bâillonné, là, parce que vous vouliez dire des choses que les avocats ne voulaient pas accepter. Est-ce que, donc, le politiquement correct, il est accepté, lui? La chose qu'on entend souvent, c'est les gens qui disent « on ne peut plus rien dire », pour se moquer des gens qui sont pris dans des controverses un peu comme moi.
Mais moi, j'ai jamais dit ça de ma vie, on ne peut plus rien dire. Moi, je dis tout ce que j'ai à dire tout le temps. Autrement dit, l'autocensure dont tu parles, tu as tout à fait raison. C'est la chose la pire parce que, dans le fond, c'est un peu hypocrite. C'est que le censeur, c'est celui qui est censuré. Alors, il ne va jamais se vanter de dire « Hey, moi aussi, j'ai été censuré par moi-même ». C'est terrible, ça, l'autocensure. Chez les artistes, c'est énorme en passant. Mais c'est pas vrai qu'on ne peut plus rien dire. Tout ce que ça prend, c'est un minimum de courage. Dis qui tu es, dis ce que tu as à dire. C'est pas grave, ça se peut que tu fasses des erreurs, ça se peut que tu n'aies pas raison sur toute la ligne, mais assume-toi. Je trouve que ça manque énormément au Québec. Peut-être qu'ailleurs, c'est le même, je ne sais pas, je ne vis pas ailleurs. Moi, je connais bien le Québec, puis je peux te dire qu'il nous manque cette capacité de dire « Hey, voici ce que je pense sur tel sujet ». Quand c'est dit dans le respect, puis c'est dit avec un minimum de bon sens, puis que tu connais un peu de quoi tu parles, puis tu ne dis pas juste des affaires pour faire de la démagogie ou attirer l'attention. Les gens sensés, là, ils embarquent. Mais justement, c'est pas les sensés qui parlent, tu sais, ça va être les groupes de pression autour. Oui. Mettons, immigration, tu sais, tu dis le mot immigration. Tu commentes sur l'immigration. Peu importe ce que tu dis, t'es pour, t'es contre. Ouais. Tu sais, il y a quelqu'un, quelque part, dans les groupes de pression qui ont des budgets puis qui sont là pour réagir à tout ce que tu vas dire. Tu vas te faire lancer des tomates. C'est pas grave, mais c'est ça que je te dis, ça fait pas mal des tomates. Bien, il y a plein de gens qui ont peur des tomates puis qui s'auto-censurent. Bien, à moins d'être allergique aux tomates, là, accepte que dans la vie, là, ça fait partie de la démocratie que d'avoir un débat d'idées. C'est la nature même de la démocratie. Et les artistes, les humoristes, parce que maintenant, il y a plein d'humoristes qui racontent leur quotidien. Ils racontent leur quotidien, ça fait moins mal que faire des jokes. Non, mais c'est sûr, mais là, tu as des gros producteurs, puis tu as des gérants, puis tu as des équipes, puis tu as des centaines de milliers de dollars en publicité, puis ci, puis ça. Fait que l'artiste qui commence sa carrière en 2024, moi, j'ai commencé dans les années 80. J'ai commencé ça en 87, 88. Bien, on sortait là, de ces mouvements où on était des milliers dans la rue, puis avec des drapeaux, puis on se battait, puis on défendait nos convictions. Mais il faut arrêter de se soucier toujours de ce que l'autre pense. Puis je le dis individuellement, puis je le dis aussi collectivement. Tu sais, les Québécois, on a beaucoup ça, de dire hey, « Mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser? » Mais à un moment donné, qu'ils mangent la marde des autres, puis qu'ils fassent leur affaire. Tu sais, arrête de tout le temps te dire « Oh mon Dieu, l'autre va penser que je suis un méchant. » T'es-tu méchant de nature? Est-ce que tu portes en toi de la haine réelle? Non. Bien, si tu penses quelque chose par rapport à l'immigration, puis que tu connais un peu ça, là, pas juste que tu dis « Moi, il y a 4 immigrants sur ma rue, ils me tombent sur les nerfs, puis je vais aller sortir des propos ridicules et racistes. C'est pas ça le point. Mais si tu trouves que, par exemple, nos ratios d'immigration par rapport à d'autres nations auxquelles on se compare, je ne sais pas, moi, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, bien, qui sont deux fois et demi les ratios des autres pays, tu as le droit de trouver que politiquement, c'est pas la bonne façon de faire les choses pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient économiques ou en tout cas... Mais maintenant, justement, en immigration, même Gabriel Nadeau-Dubois, eux, ils étaient franchement pour ouvrir les portes. Alors maintenant, ça donne bonne bouche à tout le monde de dire « Oh, il faut limiter l'immigration parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre, il y a pénurie de logements surtout. Puis, OK, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais qu'est-ce qui est le plus important, la main-d'œuvre ou le logement? Bien, diminuons, puis on verra après. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que cet argument économique-là est amené par tout le monde, là, maintenant. C'est pour ça que c'est moins explosif. Il est amené par tout le monde depuis que les groupes communautaires ont dit eux-mêmes « Ouais, nous autres, on a de la misère là, à suffire à la demande. » Et ça revient à dire quoi? Ça revient à dire ce qu'on a souvent dit des gens assez sensés et modérés, qui ne sont pas du tout dans le racisme ni l'extrémisme, que de dire, dans une société où on n'arrive plus à soigner nos vieux, où les gens attendent 17 heures à l'urgence, où les écoles sont délabrées, où les sans-abri, on n'arrive même plus à en prendre soin. Autrement dit, à partir du moment où on ne peut même plus prendre soin des gens qui ont des problèmes chez nous, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir un peu aux réflexes automatiques qu'on a depuis des décennies à cause de la politique pan-canadienne, de dire qu'il faut absolument s'occuper des problèmes du monde entier. T'sais? Donc, de réfléchir au concept même que de dire, il y a moyen aussi d'avoir moins d'immigrants puis d'envoyer de l'argent dans d'autres pays puis de les aider au niveau des infrastructures, de la police, au niveau de la corruption. Tu comprends? Il y a moyen de remettre en question le système. Tu faisais juste dire ça avant, tu passais pour un raciste nationaliste. Ah oui. Puis le mot raciste, je ne sais pas, ça revole de tout bord. Tu es tout raciste, tu dis n'importe quoi, tu es raciste. Ah oui. Ferme ta gueule parce que tu es raciste. Ah oui, mais toi, là, si tu as tes enfants, puis tu veux d'abord les nourrir, tu veux les protéger, tu veux les chauffer, tu veux les scolariser, c'est normal.
après ça, tu ne t'occupes pas du sans-abri qui passe dans la rue en face de chez vous. Bien, c'est le réflexe de 99,9 des gens dans la vie, ça, que de se dire, d'abord, tu sais, on commence par être mieux servi par soi-même, puis ensuite, on s'occupera des problèmes des autres du mieux qu'on peut. Mais on dirait que quand on parle d'immigration, il faut toujours en rentrer plus, parce qu'il y a de la misère dans le monde. Moi, mais je comprends, mais c'est quand même pas au Québec de gérer tous ces problèmes-là non plus. Là, il y a moyen d'aider des gens partout dans le monde sans toujours avoir le réflexe à la Justin Trudeau de dire, bien là, il faut quand même augmenter encore les seuils, puis augmenter les seuils, puis mais ça ne règle rien. Il y a toujours plus d'humains ailleurs dans le monde de toute façon. C'est son État post-national. On n'est pas une nation, on est une gang, gang de personnes. On n'a pas d'histoire, on n'a pas de patrimoine, on n'a rien. Le Canada, là, c'est une page blanche. Il n'y a rien de ça, selon lui. Mais là, ça m'amène à parler, parce que immigration, là, on glisse un petit peu, puis on peut parler des woke. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.